Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Un premier tweet de Jean-Marc Ayrault pour se féliciter de la décision des députés PS de renoncer à intégrer la procréation médicalement assistée dans la loi sur le mariage homosexuel. Jérôme Cahuzac, désormais face aux investigations de la justice sur son compte supposé en Suisse et face également à une certaine retenue de la droite. Le retour à la semaine de 4 jours et demi à l'école attendra dans la moitié environ des communes à la rentrée de septembre. Beaucoup de maires disent en effet être pris de court. Nous ouvrons le débat dans le 19h sur cette réforme des rythmes scolaires avec notamment les élus socialistes Philippe Kaltenbach et UMP Philippe Dallier, tous les deux présents avec nous sur ce plateau. Recul donc des députés socialistes à quelques jours de la manifestation dimanche à Paris contre le mariage gay. Ils renoncent à déposer un amendement sur la procréation médicalement assistée, manière d'alléger le poids des crispations sur le mariage pour tous défendu hier soir par François Hollande devant les responsables religieux. Mais l'extension de la procréation médicalement assistée reviendra très vite en fait dès le mois de mars avec le projet de loi sur la famille. Jérôme Rabier. Le gouvernement a donc fait plier le groupe socialiste à l'Assemblée. Il n'y aura pas d'amendement pour intégrer la procréation médicalement assistée, la PMA, au sein du texte sur le mariage pour tous. Un recul pour les associations de parents gays et lesbiens. C'est une déception, je ne vous le cache pas, dans le sens où les personnes LGBT, les familles homoparentales, les femmes qui vont en Belgique et au Danemark pour recourir à l'IAD, à la PMA, vont encore être obligés de le faire tant qu'on n'a pas ce projet de loi incluant la PMA en bonne et due forme. Mais d'un autre côté, je pense que il joue la sécurité. La PMA arrivera donc bel et bien, mais plus tard, dans un texte sur la famille prévu au mois de mars. Trop tard pour les alliés communistes et verts du PS, qui s'inquiètent de la sincérité du gouvernement. Je pense que c'est un recul et je trouve que attendre une autre loi, ça me semble assez utopique. Je me demande si c'est pas renvoyer la PMA au calende grec. Verts et communistes déposeront donc un amendement pour la procréation médicalement assistée. Le gouvernement a lui pour l'instant gagné du temps à 4 jours de la manifestation nationale contre le mariage pour tous. Et donc Jean-Marc Ayrault justifie sur Twitter, où il a eu un compte depuis quelques jours, le report de la PMA qui mérite un débat en tant que tel, écrit le Premier ministre. Le Vatican salue ce soir le courage des évêques français qui participent, je cite, à la défense du patrimoine de l'humanité en s'opposant au mariage gay. À noter la position du grand rabbin de France ce soir, Gilles Bernheim, qui a été reçu à Matignon et qui appelle, lui, à réfléchir et non pas à manifester. Notons encore qu'un maire PS va défiler dimanche avec les opposants, Jean-Michel Ouellat, maire de Cherbourg, qui précise « Je ferai en sorte d'être discret ». Virgin a officiellement déposé le bilan aujourd'hui. Les salariés sont mobilisés comme jamais contre la fermeture, rassemblement devant le magasin des Champs-Élysées et puis devant la mairie de Paris également, regroupement pour l'emploi. Également à Strasbourg, Nice, Lyon, Rennes, Marseille ou encore Bordeaux, là où Virgin a son enseigne. La ministre de la Culture fustige à nouveau les sites de vente en ligne et leur concurrence déloyale, selon Aurélie Filippetti, car beaucoup échappent au fisc français. Les biens dématérialisés comme la musique et les films ne sont pas les seuls à être désormais commercialisés en ligne, alors qu'une table ronde sur le numérique se tenait aujourd'hui au Sénat. Voyons avec Camilla Campusano comment un site consacré aux tendances n'a pas raté le premier jour des soldes. Précision, ce site est basé à Pantin et la société est enregistrée en France. Coup de feu pour les soldes. Mais les vitrines aux étiquettes rouges sont de plus en plus remplacées par un écran. Les ventes en ligne gagnent chaque année du terrain. Près d'un tiers des Français optent pour Internet. Cette entreprise est prête pour ce pic d'affluence. Elle a appelé une trentaine d'intérimaires en renfort. Le premier jour des soldes, ce qui est très différent, c'est le trafic sur le site qui est globalement à peu près 10 fois le trafic normal. Un nombre de commandes dans la journée qui va être multiplié par 5 à peu près par rapport à un jour normal. Déjà une grosse journée. Et on attend à peu près 50% de plus de commandes que l'année dernière. Donc
pour le même jour, pour le premier jour des soldes. La vente en ligne, une commission du Sénat s'est penchée dessus cet après-midi. Le e-commerce est devenu un poids lourd du numérique. Il y a de plus en plus de Français qui utilisent Internet aujourd'hui et qui trouvent ça très pratique. Et puis c'est vrai qu'en temps de crise, en plus, ils cherchent les bonnes affaires. De ce point de vue-là, Internet, c'est vrai, permet de comparer les prix et puis d'éviter, notamment en période de solde, la foule des magasins. Un des facteurs de cette réussite, c'est le développement du paiement sécurisé en ligne. Un système qui a gagné la confiance des Français. Donc s'il n'y avait pas le paiement par carte bancaire, le paiement par le e-commerce serait extrêmement compliqué. Il faudrait envoyer des chèques, il faudrait faire des virements, ce serait très compliqué. Par carte, c'est très pratique et c'est très sûr. Et avec les smartphones, la tendance ne risque pas de s'inverser. En 2012, les ventes en ligne ont augmenté d'environ 20%. François Hollande a assuré récemment qu'il mettra bien fin au cumul des mandats malgré les réticences à gauche, notamment au Sénat. Une rumeur prête l'intention à l'Élysée de passer au besoin par un référendum pour surmonter les résistances, mais il ne s'agit peut-être que d'un moyen de faire pression sur les élus. Fabrice Cunet. Techniquement, le référendum est possible sur la question du cumul des mandats. C'est l'article 11 de la Constitution qui en prévoit les modalités. Et l'idée a ses défenseurs. Oui, je pense que ça peut être une très bonne solution. On sait très bien que c'est difficile à une assemblée composée d'élus locaux aussi qui sont parlementaires de trancher cette question. Et cette question, je l'avais exprimée à l'époque, pourquoi pas un référendum? Car François Hollande le sait, le vote d'un projet de loi sur le non-cumul est loin d'être assuré au Sénat. La majorité déjà fragile est très divisée sur cette question. La tentation de contourner le problème existe. Mais pour beaucoup, le référendum serait un mauvais signal. C'est maladroit. C'est moyennement intelligent et ça ne peut que braquer les parlementaires. Je crois surtout que ce serait vraiment un aveu d'impuissance du gouvernement. Parce que recourir à un référendum sur cette question, ce serait vraiment pour nous sombrer dans le populisme le plus intégral. Officiellement, l'Élysée tient au débat parlementaire sur cette question et aurait lancé des consultations en coulisses depuis plusieurs semaines. Il y en a peut-être, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a un principe, le non-cumul des mandats, sur lequel nous nous sommes tous engagés, sur lequel le président s'est engagé. Voilà. Le pari du référendum est aussi un pari risqué. Sous la Ve République, ces consultations ont souvent tourné au plébiscite pour le président. Et à en croire les derniers indices de popularité de l'Élysée, l'idée semble périlleuse. Jérôme Cahuzac, face à l'enquête préliminaire du parquet sur le compte suisse que lui attribue le site Mediapart, évidemment qu'il doit rester ministre, répètent ses collègues, alors que le premier intéressé, le ministre délégué au budget, se dit persuadé d'être blanchi à l'issue de cette enquête décidée par le parquet. Donc à droite, notons que le ton reste mesuré au sujet du ministre. Julie Hulin. Un petit signe, mais pas un seul mot de Jérôme Cahuzac ce mercredi à la sortie du Conseil des ministres. S'il s'est réjoui hier dans un communiqué de l'ouverture d'une enquête préliminaire, le ministre du Budget refuse de commenter et de se justifier. Il doit pourtant maintenant affronter les incertitudes liées à l'ouverture de la procédure. Mais pour cela, il peut compter sur le soutien total de son gouvernement et de son parti. Un soupçon qui n'est pas étayé ne peut pas peser sur un ministre. Le jour où j'espère la vérité se prononcera, eh bien, je suis convaincu que ce qu'il affirme aujourd'hui se révélera la réalité. L'opposition est, elle, restée prudente dans ses réactions, préférant invoquer le droit à la présomption d'innocence tout en pointant du doigt une entreprise de déstabilisation. Nous ne serions plus en République et en démocratie si une campagne de presse suffisait à faire tomber les gens. Je sais à quel point, lorsqu'on assume une responsabilité au gouvernement et tout spécialement à Bercy et au budget, on est exposé à un certain nombre de procès d'intention. Certains intérêts cherchent à déstabiliser. Seule Marine Le Pen invoquait ce matin le conflit d'intérêts et la nécessité que le ministre quitte son poste au budget. Le fait que M. Cahuzac soit ministre du budget pose un vrai problème d'institution, puisque par définition, l'enquête qui va avoir lieu auprès de ses propres services qu'il dirige. Jérôme Cahuzac, pour l'instant confirmé à son poste, une question qui se reposera s'il devait être mis en examen.
Un nouveau président à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Olivier Schramek a été choisi par François Hollande. Il est l'ancien directeur de cabinet à Matignon de Lionel Jospin, avec qui d'ailleurs il a noué une grande complicité pendant des années. Olivier Schramek succède à Michel Boyon. Lui-même avait été installé à la présidence du CSA après avoir dirigé le cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, une nomination que François Hollande avait critiqué à l'époque, mais aujourd'hui, le choix de François Hollande est nullement politique, a affirmé la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Avec nous donc deux invités politiques, je vous les ai présentés tout à l'heure. Philippe Dallier, est-ce que vous pensez la même chose que Najat Vallaud-Belkacem sur une nomination d'Olivier Schramek à la tête du CSA non politique? Moi, président de la République, bla bla bla. Voilà ce que ça m'inspire. Philippe Kaltenbach, vous avez plus de mots peut-être pour défendre ce choix du chef de l'État? M. Schramek est quelqu'un qui est compétent. C'est la compétence qui a primé dans le choix. Le fait qu'il ait travaillé à Matignon avec Jospin ne peut pas être un handicap pour être nommé à cette responsabilité. Ça peut même être un atout. Donc je crois que le choix est un choix de compétence et on ne peut pas écarter des personnes parce qu'ils ont une proximité politique. C'est la compétence qui doit primer. C'est le sens des déclarations de François Hollande. C'est la compétence qui prime et pas l'appartenance politique. Bien sûr. J'avais cru que c'était la fin des nominations politiques. Je constate que rien ne change de ce point de vue-là. Donc moi, je souhaiterais qu'on arrête avec ces petites phrases en période de campagne électorale. On veut toujours faire la leçon à tout le monde, toujours se montrer plus vertueux que tout le monde. Et au bout du compte, quand on est aux responsabilités, on est amené à prendre des décisions qui parfois contredisent les engagements de campagne. Je crois qu'on a un exemple absolument manifeste. Je crois qu'il y a une différence entre nommer des personnes que sur des critères politiques et qui n'ont pas les compétences et nommer des personnes qui sont compétentes. Et je crois que personne ne peut remettre en cause les compétences de M. Schramek. Il ne faut pas faire de fausses polémiques. Il est tout à fait à sa place à la direction du CSA, il fera du bon travail et c'est un grand serviteur de l'État qui n'aura pas une démarche politicienne en dirigeant cet organisme. Une autre nomination aujourd'hui au CSA, nous apprend l'agence France Presse. La journaliste de France 3, Memona Interman, a été choisie pour siéger dans cette instance par le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Mais messieurs, vous êtes là pour parler de la réforme des rythmes scolaires, la communauté éducative. Contre les réformes de Vincent Peillon, le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur a massivement rejeté aujourd'hui le projet de loi d'orientation pour refonder l'école qui prévoit une formation renforcée des enseignants, mais trop rapide, manque de préparation, estiment les opposants. Et c'est aussi une question de calendrier qui avait conduit hier au rejet du décret sur les rythmes scolaires par une autre instance consultative, le Conseil supérieur de l'éducation. Le passage à la semaine de 4 jours et demi ne devrait concerner finalement que la moitié des communes à la rentrée de septembre. Nathalie Guilbard. Pour le moment, à Meudon, le mercredi, c'est la journée des centres de loisirs. Pour les enfants, c'est le marathon des activités. Qu'ils en profitent, bientôt ils auront école le mercredi matin. Pour la présidente de la FCPE Meudon, fédération représentant les parents d'élèves, cette réforme menée par le ministre Vincent Peillon est un confort non négligeable pour l'enfant. Moi je trouve que c'est une bonne réforme pour les enfants parce que ça leur permettra d'acquérir toutes les connaissances qu'ils doivent acquérir à l'école, vu que le programme est quand même très très chargé et c'est compliqué pour eux d'acquérir tout dans de bonnes conditions. Sur 4 jours et demi, ça sera nettement plus serein, je pense. Mais du côté de la commune, c'est plus compliqué. À Meudon, une concertation a été mise en place pour trouver des solutions en commun, car la semaine des 4 jours et demi a une répercussion très large pour l'organisation des mairies. Bus, cantine, horaires, tout est remis en cause. La mise en place de cette réforme scolaire va bouleverser l'organisation des emplois du temps des agents dans les communes. Alors, l'emploi du temps des agents dans les communes, c'est quoi? C'est les agents qui travaillent dans nos écoles, c'est tout l'entretien des écoles, tout ce qui est ménage, c'est les éducateurs sportifs, c'est l'emploi du temps des animateurs sur les temps périscolaires, que ce soit le midi, le soir ou le mercredi. Trop difficile à réaliser en si peu de temps, alors même si la commune pouvait bénéficier de 50 € par enfant si elle appliquait cette réforme en septembre 2013, la ville de Meudon a choisi de modifier les rythmes scolaires des enfants qu'à partir de 2014. Nos invités, donc je vous les présente à nouveau. Philippe Kaltenbach, sénateur maire PS de Clamart dans les Hauts-de-Seine. Philippe Dallier, sénateur maire UMP des Pavillons-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Et nous ont rejoint Sébastien Cyr, secrétaire général du SNUIPP-FSU. Bonsoir. Et puis avec nous également Joao Palma. Vous êtes chargé des politiques éducatives à la Ligue de l'enseignement. Et vous êtes un militant de cette réforme, des rythmes scolaires pour le retour, pour le bien-être des enfants à la semaine de 4 jours et demi. Vous allez pouvoir nous le dire dans un instant. D'abord, je constate, Sébastien Cyr, que votre syndicat traîne les pieds, un petit peu comme les maires de France alors.
Nous ne traînons pas les pieds, nous avons une ambition très forte en fait. Le souci, le bien-être des enfants. Vous dites non à la réforme Mais telle c'est qu'elle parce est présentée. que nous sommes exigeants et l'exigence, si vous voulez, ça, on a certains critères en fait pour que cette réforme soit réussie. Vous avez d'ailleurs noté en fait que malheureusement le projet de décret du ministre a reçu peu d'avis favorables, puisque la communauté éducative, à savoir les représentants des parents, les représentants des enseignants, les représentants des étudiants, n'ont pas malheureusement soutenu en fait le texte. Vous ne l'aidez pas beaucoup, votre ministre. Nous ne l'aidons pas beaucoup. En tout cas, c'est parce que nous préférons tirer la sonnette d'alarme pour que la réforme soit réussie, parce qu'il faut bien évidemment changer les rythmes scolaires. Nous devons réparer en fait une semaine introduite par Xavier Darcos, qui malheureusement a introduit des journées longues, fatigantes, qui bien évidemment n'aident pas la réussite des élèves. Mais pour autant, nous ne sommes pas pour l'instant pour le projet actuel, pour le bricolage qui est insatisfaisant, incomplet. Bricolage, malheureusement, oui, parce que il y a des zones d'ombre qui subsistent. Nous n'avons pas de garantie que les temps périscolaires seront gratuits. Ils seront de qualité pour tous. Et nous ne voulons pas que la réforme soit réussie dans les communes qui en auront les moyens et en échec dans celles en fait qui n'auront malheureusement pas de soutien financier. Et puis, autre élément, il y a dans le projet de décret une nouvelle réglementation qui introduit la possibilité des maires ou des présidents de PCI de changer les rythmes scolaires sans l'avis des enseignants et sans l'avis des parents. Et nous ne sommes pas pour un face-à-face entre d'un côté les collectivités locales et de l'autre. Elles vous font peur ? Tout simplement parce que je pense qu'il y a une vue de l'esprit qui consiste à dire que les conseils d'école, vous savez, cette instance à l'école primaire qui réunit les parents, les enseignants et les élus, et qui était l'instance de régulation et d'organisation de l'école, est un frein aux évolutions. Alors que nous pensons au contraire que c'est une condition de la réussite. Il faut que les conseils d'école soient consultés, qu'ils puissent donner leur avis pour que justement on passe à la semaine de 4 jours et demi et qu'on construise une journée de l'enfant cohérente, de qualité, qui articule temps scolaire et temps périscolaire. Très bien. Alors, donc les deux élus, tout de suite on leur redonne la parole parce que vous avez un ultimatum là devant vous. C'est au 1er mars que vous devez décider. Est-ce que vous passez dès la rentrée de septembre à la semaine de 4 jours et demi ou pas? Qu'avez-vous décidé, Monsieur Dallier? On ne le fera pas cette année. Moi, j'ai réuni avant les fêtes de fin d'année mes directeurs d'école, j'ai réuni les fédérations de parents d'élèves. J'ai d'abord été assez en difficulté pour leur expliquer exactement ce qu'on nous demandait. Parce qu'on va effectivement passer à la semaine de 4 jours et demi, donc on va raccourcir le temps d'enseignement, et après on nous demande de garder les gamins à l'école et d'organiser des activités. Quel type d'activité? Avec quel taux d'encadrement? Est-ce que c'est le taux d'encadrement des centres de loisirs, 1 pour 8 en maternelle, 1 pour 12 dans le primaire? Vous voulez alléger un peu ce taux d'encadrement pour des questions budgétaires? Écoutez, l'alléger, mais c'est pour des questions budgétaires, parce qu'encore une fois, l'État amène une réforme, qui est une réforme très importante à mon sens, sans moyens financiers. Vous la défendez sur le fond, vous êtes favorable sur le fond, moi je suis favorable à cette réforme, mais les conditions d'application ne sont pas là. Très bien, alors on a compris. L'État demande aux communes de payer la note, une très grande partie de la note, et ça c'est pas acceptable, parce que comme le disait monsieur... parce qu'il y a des aides qui sont prévues, il y a une enveloppe. Écoutez, pour très peu de communes, 250 millions d'euros, c'est rien en comparaison du coût global. Très bien, voilà ce qui va se passer au pavillon sous-bois, les parents d'élèves sont maintenant informés. Qu'est-ce qui va se passer à Clamart en septembre, monsieur Kaltenbach? Écoutez, à Clamart, maintenant nous avons tous les éléments, nous avons commencé à discuter avec les enseignants, les parents d'élèves, travailler aussi avec les différents services municipaux pour voir s'il est possible, techniquement, parce qu'il y a beaucoup de contraintes à mettre en... Les contraintes sont partout les mêmes. Voilà. Mais vous, votre décision, alors, c'est quoi? On va discuter avec tout le monde pour voir si c'est possible en septembre 2013, et si c'est pas possible, ça sera septembre 2014. On ne veut pas rater la réforme en la précipitant. Vous attendez le temps. encore. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit on va discuter pour voir si c'est possible en septembre 2013. Il va falloir trancher avant le 1er mars. On a 2 mois pour le faire, voilà, et donc on va discuter, et si c'est possible, on le fera, et si c'est pas possible, on prendra une année supplémentaire, parce que c'est vrai qu'il faut préparer un projet éducatif, c'est une réforme essentielle qui est attendue, vraiment les chiffres sont connus, la moyenne de jours où l'enfant travaille dans l'OCDE c'est 186, en France c'est 140. Donc il y a une surcharge de travail, des journées de 6 heures qui sont épuisantes et qui ne favorisent pas la réussite scolaire des enfants. Mais vous, élus socialistes, si vous ne suivez pas quand même le mouvement indiqué par Vincent Payon, vous allez souligner les ratés du gouvernement, monsieur Kaltenbach. Je ne crois pas, je crois que vous caricaturez. François Hollande a dit que ceux qui étaient prêts pour septembre 2013 le feront en septembre 2013. Mais ça, c'est une concession de François Hollande devant l'Assemblée des associations des maires de France. Je crois que vraiment, depuis le changement en mai dernier, la volonté du gouvernement, c'est de travailler dans la concertation et pas dans la précipitation, en imposant des réformes
de manière brutale. Donc là, la réforme n'est pas imposée de manière brutale. Ceux qui seront prêts en septembre 2013 le mettront en place en septembre 2013, et ceux qui ne seront pas prêts le mettront en place en septembre 2014. Je ne vois pas où il y a brutalité, où il y a précipitation. On laisse, parce que moi je le vois dans mon département, il y a 2 communes. Très riches, département très riche par ailleurs. Hein. Et les communes riches vont le faire. Mais non, justement, les autres vont c'est pas vrai, très peu vont le faire, avec des arrière-pensées politiques. Est-ce que certains élus de droite cherchent à torpiller cette réforme? Je prends l'exemple de mon département. Oui, il y a une réunion. Pour le moment, seules 2 communes ont dit, nous on est prêts à partir en septembre et on le fera en septembre 2013. C'est Issy-les-Moulineaux et Sceaux qui sont dirigés par la droite. Et qui ont déjà travaillé depuis longtemps, qui sont en réflexion et en concertation avec le milieu scolaire depuis très longtemps. Donc ils ont quelque part anticipé la réforme et ils seront prêts en septembre. Les autres ne sont pas forcément prêts, ils réfléchissent comme Clamart. Et donc voilà. Il y a des communes qui avaient déjà mis en place des expérimentations, qui avaient déjà lancé des concertations. Celles-là sont prêtes. C'est plus difficile de prendre le train en marche. Elles le mettront en place. Celles qui ont besoin de plus de temps prendront le temps nécessaire. C'est pas une question d'être prêt, parce qu'excusez-moi, il y a des communes qui ne sont pas des communes riches et qui réfléchissent à tout ça. C'est le cas de la mienne. C'est un problème de mise en œuvre très concret et de savoir qui paye. Parce que en fonction du taux, attendez, je vais vous donner les chiffres. Combien ça va vous coûter, par exemple? Vous avez vos chiffres localement. En fonction du taux. C'est à peu près 100 € par enfant et par an. Mais il n'en sait rien, il l'a pas fait. C'est les chiffres de l'AMF, c'est les chiffres d'Issy-les-Moulineaux et de Sceaux qui ne sont pas en fonction du taux d'encadrement qu'on va nous demander. Et nous ne le connaissons pas. Si c'est 1 pour 8 en maternelle et 1 pour 12 en élémentaire, et après, il va falloir savoir quelle est la qualification des personnels que l'on recrute. Si on nous demande des diplômes et des brevets d'État en sport, des profs de musique, etc., le coût peut approcher les 600 000 € chez moi, c'est-à-dire 8% de la taxe d'habitation. Alors effectivement, si on veut faire de la garderie bas de gamme avec une personne par classe, mais auquel cas, le projet éducatif, je me demande bien où il est, eh bien là, ça sera un coût inférieur, on sera peut-être aux alentours des 100 €. Alors encore une fois, c'est l'égalité républicaine qui est mise en cause, parce que les communes riches auront les moyens de le faire, et avec des projets de qualité, et les communes qui ne sont pas riches, et je ne parle pas des plus pauvres, le gouvernement a mis 250 millions pour les plus pauvres, mais il y a tous les autres. Et au moment où les recettes des collectivités locales vont baisser de manière importante, on va nous demander de financer cette réforme. Voilà pourquoi on va aller cher. Après, c'est un choix politique. Est-ce que 100 € par an et par enfant, c'est pas c'est un choix politique. Ouais. Les communes ont des budgets. Un tiers du budget de Clamart est consacré au périscolaire. C'est un choix politique parce que nous souhaitons que nos enfants réussissent et nous donner toutes les chances. Donc voilà, je considère moi que 100 € par an et par enfant pour venir à un rythme scolaire raisonnable et avoir un vrai projet éducatif, c'est à prendre en considération et c'est pas un effort insurmontable. C'est pas un effort insurmontable pour les communes. Joao Palma, c'est pas une conversation de boutiquier, hein, parce que tous les maires, on le voit, ils sont tous sensibilisés vraiment aux ambitions pédagogiques qu'il y a derrière cette réforme des rythmes scolaires. Mais quand même, il y a un problème matériel qui se pose. Comment est-ce que vous réagissez, vous intervenez dans ce débat aujourd'hui? Alors oui, il y a un problème matériel, mais jusqu'à un certain niveau, c'est quand même un choix politique de prioriser les questions d'éducation ou d'autres questions. Par ailleurs, je suis d'accord avec cette inquiétude sur la question de l'égalité. Nous sommes très attachés au principe d'égalité, mais nous constatons qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, ce principe, il est aucunement réalisé dans les différents territoires. Donc je ne vois pas en quoi la situation va empirer. Aujourd'hui, les communes qui ont les moyens, elles peuvent mettre les moyens dans les centres de loisirs, dans les accueils, etc. Celles qui n'en ont pas... c'est déjà le cas. Elles sont toujours aussi défavorisées. Mais c'est déjà le cas. Et alors, vous proposez d'aggraver la situation. Franchement, regardez les différences. En Seine-Saint-Denis, c'est énorme. Quand vous regardez tout ce qu'on peut proposer aux gamins sur le temps périscolaire, les classes de découverte, tout ce qu'on peut proposer, il y a des communes où ça se réduit à 3 fois rien. Et il y a des communes riches où il y a un catalogue qui est proposé aux enseignants. Et c'est parce que c'est la commune qui paye. C'est déjà la réalité. Et ce que vous nous dites, c'est qu'on va faire la même chose, mais encore sur une plus grande échelle. Non, pas du tout. Écoutez, c'est ce qui va se passer dans la réalité. Le temps scolaire reste le même. Aujourd'hui, c'est 24 heures. Je parle du périscolaire, c'est de ça dont il s'agit. C'est 24 heures par semaine. Il va rester 24 heures d'enseignement. La différence, c'est qu'on va alors j'ai une question faire travailler le mercredi matin et qu'on va... Est-ce que vous voulez demander une concertation également sur le jour? Parce qu'a priori, donc, ce sera le mercredi matin, mais là, certains voudraient plutôt le samedi. Vous, une préférence? Je pense que ça sera plutôt le mercredi. Et pour vous, il n'y a pas de débat là-dessus, pour vous? Non, pas tellement. Non. Sébastien Cyr, est-ce que ça vous inquiète de voir la plus grande latitude, du coup, accordée aux collectivités locales dans les activités périscolaires? Ou est-ce que vous
Non. Ou est-ce que vous essayez Écoutez, moi, je ne de crois- il- préserver votre territoire éducatif? Il faut en tout cas que les choses en fait soient clarifiées dans les compétences de chacun, les enseignants, ce qui relève de la pédagogie en fait et de l'éducatif d'ailleurs, et puis ce qui relève du périscolaire. Mais je le disais tout à l'heure, on n'est pas pour un face-à-face et on n'est pas pour diaboliser en fait les collectivités locales. Elles dépensent déjà beaucoup d'argent en fait dans le domaine en fait éducatif, et ce sont des partenaires privilégiés. Notamment, il y a, je dirais, un lien historique très fort entre la commune et son école, entre les collectivités locales et l'éducation nationale. Sur le terrain, par exemple, vous ne faites pas de différence entre la droite et la gauche? Écoutez, on voit bien qu'il y a des différences d'investissement en direction de l'école, en fonction de la volonté politique, qui n'a pas nécessairement une couleur politique, et en fonction des ressources, et en fonction également des ressources de postes par an pendant financières. 5 ans, 10 000 créations Ça, par an. On parle des communes, là. On parle de Dans l'élection des communes, manifestement, le clivage n'est pas aussi clair. Ce que vous évoquez, c'est malheureusement effectivement ce qu'il doit être réparé dans l'école, à savoir les très nombreuses suppressions de postes, la disparition de la formation professionnelle, qui est effectivement un gros problème dans l'éducation nationale. Mais pour revenir en fait au lien entre les communes en fait et l'école, nous sommes pour des partenariats sereins, constructifs, entre justement tous les acteurs parties prenantes de ce dossier, les enseignants, les parents, les collectivités locales. C'est pour ça que nous voulons que le projet de décret soit revu pour que la modification des rythmes scolaires, la construction des projets éducatifs territoriaux puisse se faire en fait dans le cadre d'un partenariat et dans le cadre des conseils d'école. Pour l'instant, ce n'est pas le cas malheureusement, et de ce point de vue-là, c'est véritablement, je pense, une faute faute de la part en fait du ministre, parce que on pense que c'est une des conditions de la réussite. Si on veut qu'il y ait des évolutions, des avancées vers les semaines de 4 jours et demi, ça ne pourra se faire que dans le cadre de concertation locale approfondie avec tous les acteurs parties Philippe prenantes. Dallier évoquait une aggravation des inégalités selon les communes. Je pose la question, est-ce que c'est une inégalité qui va se creuser si tous les enfants ne passent pas en septembre à la semaine de 4 jours et demi? Oui? Non? Oui, mais une inégalité transitoire au niveau de l'organisation pendant une année scolaire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a déjà des exceptions à l'organisation actuelle, et avant 2008, il y avait déjà des exceptions à l'organisation. 30% des élèves étaient à 4 jours avant 2008. Voilà. Aujourd'hui, il y a 5 ou 6% des élèves qui sont déjà à la semaine de 4 jours et demi. D'accord. Mais ceci étant dit, moi je reviens à cela parce que le vrai problème, c'est celui de l'égalité républicaine. L'État devrait financer une réforme comme celle-là. On ne peut pas la mettre sur le dos des communes, parce qu'on sait que l'inégalité va s'aggraver. On ne peut pas, on ne devrait pas faire ça. Elle existe déjà, l'inégalité, vous le savez. Et vous parlez du temps périscolaire, mais lorsque les villes financent les classes de découverte, c'est du temps scolaire. Les enfants partent avec leurs enseignants. Et là, l'inégalité est déjà flagrante. Il y a des villes où très peu de classes partent parce que la ville n'a pas les moyens de financer. Chez moi, c'est 800 000 euros. C'est 800 000 euros par... Écoutez, je pense qu'on ne se rend pas compte des enjeux financiers qui sont derrière. Donc il y a des communes qui peuvent et d'autres qui ne peuvent pas. Est-ce que vous estimez que le budget de l'éducation nationale est assez volumineux dans notre pays pour prendre en charge cette réforme? Écoutez, gouverner, c'est choisir. On vient de nous dire que effectivement, ça devait être une priorité. Mais si c'est une priorité, cette réforme, et cette réforme, je le répète, est intéressante, mais que l'État assume ses responsabilités et qu'il assure l'égalité. Alors, faudrait-il une redistribution du budget de l'éducation nationale? Tout simplement, il y a des inégalités entre les communes et qui impactent effectivement les moyens dont dispose l'école. Parce que les écoles, les communes ont la responsabilité, vous savez, d'offrir le gîte et le couvert, si je puis dire, en fait, dans la répartition. Mais ceci étant, nous on avait fait une étude de 1 à 10, les crédits alloués par les collectivités locales aux enseignants pour commander le matériel, ça va de 1 à 10, de 13 euros par an et par élève à 130 euros. Ce qu'on avait demandé à l'époque depuis très longtemps, et pour l'instant aucun gouvernement quel qu'il soit nous a répondu favorablement, c'est un fonds de péréquation qui soit mis en place pour venir aider en fait les communes déshéritées, et la définition d'un cahier des charges d'équipement pour que justement on ait une égalité dans ce niveau-là. Philippe Kaltenbach, on a terminé là, on n'a plus que quelques secondes. Vous disiez que ça allait coûter 100 euros par enfant. L'AMF et les villes qui ont déjà travaillé sont sur ces L'État chiffres. se propose de verser 50 euros par enfant aux communes qui rejoindront le mouvement dès le mois de septembre. Pour vous, c'est pas assez encore? Non, c'est pour ceux qui commencent en 2013. Il n'y a aucune garantie de la pérennisation de cette somme. Ah, d'accord. Non, mais c'est pour appâter le chaland. Faut le dire, c'est pas du tout reconductible. D'accord. Bon, très bien. J'ai essayé de trouver un dernier argument je suis désolé, mais pour les écoliers des pavillons sous bois, mais non, ils attendront. Voilà, les caisses d'allocation familiale viendront ensuite en complément bien aussi. sûr, qui ne savent plus comment boucler leur budget. Merci, merci à tous d'avoir participé à ce débat. On n'a pas fini d'en parler. Merci, c'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Bonne soirée à tous et à demain.
C'est vrai que je ne m'exhibe pas. Je reste moi-même. C'est ma force. Ce que vous voyez ici, c'est ce que je suis. Je n'aime pas les honneurs, les protocoles, les palais. Je revendique une simplicité qui n'est pas une retenue, mais la marque de l'authentique autorité. Ça, c'était François Hollande vu par lui-même. Mais qui est vraiment cet homme qui a conquis le pouvoir sur le thème de la normalité? Est-il si simple que ça? Se montre-t-il vraiment en permanence tel qu'il est? Et que nous disent sur lui ses premiers mois à l'Élysée? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, le moi et le surmoi du locataire de l'Élysée. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est ce soir à 22h45 sur Public Sénat.